Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux invités, deux des membres du trio Hélios. Alexis Gournel, bonjour. Bonjour. Vous êtes pianiste de ce trio et Raphaël Jouan, vous êtes violoncelliste. Bonjour. Bonjour. Trio que vous formez aux côtés de Camille Fontenot au violon, et j'ai vraiment demandé à vous recevoir avec insistance parce que vous allez donner le 19 décembre prochain, notamment dans le cadre de la belle saison, mais vous le donnerez à Paris, mais c'est un concert que vous avez déjà donné dans d'autres lieux, d'autres villes, et que vous donnerez par ailleurs au Bouffe du Nord, un concert russe et tchèque, avec à la fois des œuvres de Shostakovich, des œuvres de Dvorak, de Novak et de Arensky. Donc une partie russe avec le premier trio de Arensky, et puis ces romances sur des poèmes d'Alexander Blok de Shostakovich. Cette œuvre absolument extraordinaire, et vous serez aux côtés d'Alban Carrère pour cette œuvre. Et en deuxième partie, donc le deuxième trio de Novak, et puis alors des mélodies de Tzigane de Dvorak arrangées par Bruno Fontaine pour trio. Vous serez toujours aux côtés de Alban Carrère. Donc qui a eu l'idée de ce programme qui est assez fabuleux Ah oui, alors il faut dire que c'est un programme assez passionnant et très... c'est un peu le grand frisson sur scène pour nous, ce programme. Et c'est un programme qui est né à la fois de notre... volonté d'orienter les compositeurs plutôt sur la partie slave, et puis aussi la volonté d'Antoine Manceau, donc le directeur de la Belle Saison, d'incorporer la voix à notre formation, ce qui est plutôt une association assez rare pour le trio. Et il nous a proposé donc Alban Carrère pour cette occasion. Donc c'est la première fois que vous jouiez avec Alban Carrère, et alors elle est dans la même soirée contrainte entre guillemets de chanter en russe, première partie, et en tchèque, deuxième partie, donc j'imagine qu'elle a travaillé... Absolument, ça lui a demandé un travail assez spécifique avec des coachs pour le russe, pour le tchèque, pour la prononciation, la diction lyrique évidemment, et c'est un travail passionnant à faire autant pour elle que pour nous, parce que ça inclut aussi... des prises de temps, des respirations qui ne sont pas tout à fait les mêmes que si elle chantait en français ou en allemand, par exemple. Alors, votre trio, il a été constitué en 2014. C'était quoi ? C'était une rencontre, comme pas mal de formations chambristes, une rencontre au conservatoire, ou comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait, c'est ça. Tout simplement, on était Alexis et moi dans la même promo, et Camille juste la promo après. Et donc c'est quand on était en 3e année de licence pour Alexis et moi, donc assez tôt, qu'on a eu l'envie d'explorer ce répertoire extraordinaire. Et donc Camille nous a rejoints, ça fait déjà plus de 7 ans maintenant. Et alors, c'est une rencontre parce que vous avez fait du trio, parce que vous vous entendiez très bien tous les trois, ou le trio c'était un souhait, même pour les instrumentistes à cordes qui auraient pu choisir la voix du quatuor ou une autre voix chambriste, c'était vraiment la formation du trio et le répertoire qui vous emballait ? Alors les deux, puisque déjà oui, c'était une amitié au départ qui nous a donné envie. Bon, peut-être que si Alexis avait été altiste, on aurait fait du quatuor, mais il se trouve qu'il était pianiste et qu'il se trouve que le répertoire pour trio est absolument génial. Et moi, en tant que violoncelliste, en plus, c'est vraiment un terrain de jeu formidable. Et donc c'est l'amitié et puis le répertoire incroyable qui se sont réunis pour faire ce trio. Alors ce répertoire, comme vous le dites, il est incroyable. Bon, il y a les grands tubes de cette formation, les deux trios de Schubert, les trios de Brahms, l'Archiduc, d'autres chefs-d'œuvre de Beethoven, et puis le Doumki de Dvorak. Et bon, quelques chefs-d'œuvre qu'on entend fréquemment. On est toujours très heureux de les écouter, mais aussi votre programme du 19 décembre prochain, puis que vous donnez par ailleurs dans le cadre de cette belle saison. Donc là, c'est dans cet écrin magnifique qu'est le Théâtre des Bouffes du Nord. C'est quand même un programme avec que des chefs-d'œuvre qui sont les poèmes d'Alexander Blok, cette œuvre de Shostakovich, c'est une œuvre qu'on a le bonheur d'écouter de temps à autre, mais le trio d'Arensky ou ce trio de Novak, on va en parler, ou ces arrangements de Dvorak. Alors ces arrangements pour le coup sont inédits puisque c'est Bruno Fontaine, on va peut-être commencer par là, qui a arrangé ces chants de Tzigane de Dvorak. Absolument, ces Gypsy Songs de Dvorak ont fait l'objet d'une commande auprès de Bruno Fontaine, commande d'un arrangement, d'une adaptation pour trio avec piano, puisqu'à la base cette œuvre est prévue pour piano et voix simplement.
Et c'est vrai qu'on trouvait ça intéressant aussi d'ouvrir des perspectives pour ce cycle et apporter une texture orchestrale par l'apport des cordes. Alors, effectivement, donc comment ça s'est passé? Il vous a soumis à chaque fois son travail, ou alors vous lui avez passé la commande et puis une fois que c'était fait, vous vous êtes lancé à l'eau? Il n'y a pas eu des moments où vous lui avez dit non mais Bruno Fontaine, vous êtes gentil, mais ce que vous nous donnez, c'est pas forcément, ça correspond pas au travail du trio, où il y a des choses à modifier, non? Ça a été. Non, à vrai dire, c'était plutôt un très très bel arrangement. Il nous les a envoyés au fur et à mesure de son avancement dans le travail. Et on a été très agréablement surpris, ça fonctionne vraiment bien. Et avec voix aussi, en tout cas, c'est un tout qui fonctionne assez bien. Ouais, c'est une musique qui pour nous est absolument jouissive quand on l'écoute, mais qui doit être très difficile à interpréter, non? Enfin, comme tout le programme d'ailleurs du 19 décembre. Oui. En tout cas, c'est un programme assez délicat, c'est Dvorak. Il y a beaucoup de raffinement de tempo. C'est une musique qui fluctue beaucoup, qui est extrêmement vivante et comment dire, qui a ses propres caprices de temps. Alors donc c'est une musique que vous interpréterez aux côtés pour la partie tchèque du deuxième trio. Alors je sais pas, j'ai peur de mal prononcer le prénom. Nous aussi. Novak, alors que les auditeurs qui parlent couramment le tchèque veuillent bien m'excuser. Donc ce deuxième trio, alors Novak. C'était un élève de Dvorak, un de ses élèves favoris. Il a été directeur du conservatoire de Prague après le départ de Dvorak. Et ce deuxième trio, à ma grande honte, je ne le connais pas. C'est une œuvre que vous aimez particulièrement. Et ce programme s'est un peu organisé avec au départ ce trio. Alors c'est vrai qu'il y avait une volonté de notre part d'avoir une partie tchèque dans ce programme, tout simplement parce que en fait on a enregistré en juillet dernier notre deuxième disque qui sortira au printemps pour le label Mirare, pour Mirare toujours, qui est un disque tchèque cette fois-là. Et donc c'est à l'occasion de ce disque et des recherches qu'on a faites autour de ce disque qu'on a nous-mêmes découvert le trio de Novak, et à vrai dire Novak lui-même qu'on ne connaissait pas non plus, donc pas d'inquiétude. Et on a eu un coup de cœur pour ce deuxième trio qui est donc quasi una ballata, c'est-à-dire d'une seule traite, même s'il y a plusieurs mouvements à l'intérieur, mais c'est une sorte de grande fresque d'un gros quart d'heure, très intense, mais qui passe par plein d'états, très poétique aussi, et ça nous fait vraiment plaisir de le faire découvrir. Et donc maintenant on a commencé à l'avoir joué un certain nombre de fois, et c'est vrai qu'on a des superbes retours. C'est quelque chose qui marque les gens, et donc nous ça nous tient à cœur depuis toujours comme interprète, on va dire, d'avoir aussi cette mission de au-delà de ces magnifiques chefs-d'œuvre que tout le monde connaît, de faire aussi découvrir des nouvelles choses. Et donc c'est un compositeur qui est assez connu dans son pays, mais pas vraiment en dehors, et donc ça nous permet en l'associant en plus en effet avec Dvorak qui était son professeur, de le faire connaître un peu plus. Alors avant de revenir sur ce programme, votre trio, vous avez travaillé avec le trio Wanderer, certains de vos anciens, puis d'autres grands chambristes. Comment on travaille le trio au départ, parce que vous vous retrouvez comme ça 3 instruments. Bon, il y a violon, violoncelle, avec une proximité, parce que ce sont des cordes bien évidemment, mais alors il y a avec le piano qui est un instrument qui n'a rien à voir. Donc il y a un équilibre à trouver. Comment ça se passe au départ? Vous avez joué comme ça, en accumulant les partitions, et puis après vous avez dit bon bah maintenant il faut qu'on travaille sérieusement et qu'on travaille avec des... Enfin sérieusement, je veux dire la forme trio et le son du trio. Comment ça s'est passé? C'est sûr qu'on a quand même le challenge de réussir à mélanger les timbres, puisqu'on a 2 familles d'instruments très différentes. Et aussi pour Camille et Raphaël, le challenge de mélanger leurs propres timbres, et voilà, d'égaliser certaines choses en termes de vibrato. Et pour le reste, je dirais c'est un peu le même travail que pour n'importe quel autre ensemble de musique de chambre. Il s'agit de construire un discours commun avec 3 individualités fortes. Donc oui, parce que quand on pense trio par rapport au quatuor, le quatuor, bon, c'est 4 cordes, on a une idée d'unité beaucoup plus forte au niveau du son, bien évidemment. Et le trio, on a l'impression que les personnalités peuvent ressortir beaucoup plus. Oui, il y a peut-être ce côté un peu plus holistique qu'on retrouve avec la formation trio, et qui permet peut-être un plus grand espace de liberté et d'expression que pour le quatuor. Donc il y a évidemment une part du travail qui consiste à homogénéiser, en tout cas à trouver une certaine cohésion de groupe, mais on a quand même cette indépendance de jeu peut-être un peu plus marquée que pour le quatuor. Et alors comment ça se passe? Vous travaillez, bon, bien sûr, énormément tous les 3. Vous arrivez au concert.
Mais au concert, il y a une part, vous vous retrouvez dans des salles ou avec un instrument, un piano. Bon, pour le violon, le violoncelle, c'est pas pareil. Mais vous vous retrouvez avec un piano qui n'est pas forcément le piano que vous aviez idéalisé. Donc vous devez adapter votre son à la fois à l'instrument, à la salle. Et à chaque fois, c'est différent. Votre jeu va se modifier, même si vous avez énormément travaillé en amont. Et en même temps, il y a une interaction entre vous trois. Et quelle est la part de ce qui peut se produire au concert par rapport à tout le travail qui a été fait parce que est-ce que vous arrivez à vous surprendre les uns les autres au concert? Ah oui, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on recherche en tout cas. De toute façon, dans notre façon de travailler, on ne cherche jamais à figer les choses. Évidemment, on s'établit une grille d'interprétation, mais la musique reste quand même l'art de l'instant. On s'offre toujours la possibilité de se surprendre. Et évidemment, en fonction alors de l'instrument que je vais avoir sous les doigts, le piano en ce qui me concerne, et puis de l'acoustique, du lieu, du public, de la distance au public, tout un tas de facteurs qu'on découvre le jour J du concert, la plupart du temps. Alors pour revenir à ce trio de Novak que vous allez interpréter, comment ça s'est passé? Vous l'aviez entendu par un autre trio? Vous avez découvert la partition au hasard de vos recherches? Alors en fait, c'est donc quand on a essayé de structurer un programme de disques, donc tchèque, on avait comme envie première de graver le trio de Smetana, opus 15, qui est sublime. Une musique déchirante. Déchirante, avec un contexte très difficile après la mort de sa fille de 4 ans et toute une histoire. C'est un trio qu'on joue pratiquement depuis nos débuts. Et donc en fait, un peu comme notre premier disque, ça s'était fait autour du trio de Ravel, on a organisé de la même manière, c'est-à-dire qu'on avait une œuvre maîtresse autour de laquelle on a cherché des pièces qui pouvaient graviter. Et donc on a exploré tout simplement, comme ça s'était fait pour le premier disque, c'est comme ça qu'on avait découvert les pièces de Lily Boulanger un peu mieux. Donc là on a exploré, on a écouté, et je crois que c'est une version du trio Smetana, si mes souvenirs sont bons, de ce trio Nova qu'on est tombé dessus quasiment par hasard, et ça nous a tout de suite saisi dès de toute façon les premières mesures, comme vous verrez, sont tout de suite dans le drame Andante Tragico, et ça nous prend aux tripes directement, et donc ça nous a tout de suite parlé, ça nous a semblé aussi fonctionner très bien avec Smetana, et donc c'est comme ça qu'on l'a découvert, juste en cherchant et en ayant un coup de cœur. Et c'est un langage qui était proche de... Encore une fois, je vous avoue que je n'ai pas encore écouté ce trio. C'est un langage qui est proche de Dvorak ou d'autres compositeurs tchèques contemporains, ou c'est très très différent? Alors c'est un peu plus moderne, en tout cas ce trio-là, parce qu'il est de 1902. Alors certaines personnes qui l'ont écouté entendent des influences de Dvorak, mais aussi un côté de Janacek. Et donc ça va déjà... prendre des risques, on va dire, harmoniquement un peu plus loin que Smetana, qui est quelques décennies auparavant, même si on retrouve une grande science de la mélodie comme on a dans ces musiques slaves, et une passion toujours immense aussi. Mais il y a des expérimentations déjà par rapport aux autres trios de notre disque qui sont plus classiques, qui sont très, très intéressantes, très nouvelles. Alors ce concert va s'ouvrir par une œuvre de Anton Arensky, son premier trio, qui est une œuvre qu'on n'entend pas aussi fréquemment que Schubert ou Tchaïkovski ou d'autres, mais qui est quand même assez joué, et qui est absolument sublime, qu'il avait dédié à un violoncelliste, c'est contemporain, et ça s'entend quand même. Il y a une part belle du violoncelle. Ah oui, j'en suis très heureux de ce trio. J'insiste beaucoup pour qu'on le joue très souvent. Non, mais c'est un trio qui particulièrement, il y a une mélodie au violoncelle. Oui, tout à fait. Ce mouvement-là, c'est comme ça qu'on a découvert ce trio. On a vraiment flashé sur ce mouvement-là. C'est une élégie sublime qui commence en effet le thème au violoncelle, mais qui va se passer aux autres instruments ensuite. Et je dois dire que avec des difficultés techniques plus ou moins élevées, c'est quand même un trio qui est bien écrit pour les 3 instruments, et en tout cas c'est très agréable pour chacune des cordes, au niveau des tessitures, tout ça, c'est vraiment que du bonheur du début à la fin. Et... Mais enfin, le pianiste, il a l'air mis à l'épreuve dans cette œuvre. Ça tricote, je vais lui laisser la parole. Alexis Oui, ça fait un peu partie de cette écriture pour piano romantique, un héritage un peu hybride, mais à la fois de tout le grand romantisme russe à la Tchaïkovski, un peu aussi de Chopin dans cette écriture, et ce trio est un petit concerto pour piano, comme pas mal de partitions de trio de cette époque.
Alors quand on parle de la formation du trio, il y a bien sûr des noms qui viennent tout de suite à l'esprit. Je parle bien sûr du Beaux-Arts Trio, ou des trios iconiques comme Stern, Rose, Histomine, et puis des trios occasionnels de stars comme Heifetz, Rubinstein, Piatigorsky ou d'autres. Vous aviez une sorte d'idéal quand vous avez commencé, où justement vous vous êtes dit on va s'éloigner de toutes ces images pour essayer de forger sur notre son, ou sinon c'est trop écrasant comme... Alors, je pense qu'il n'y a pas de passé écrasant, il y a éventuellement des passés plus ou moins inspirants, mais en tout cas pour le trio, il y avait beaucoup de choses très inspirantes. Et après, c'est difficile d'élire le trio qui nous aurait le plus influencé. Ça dépend du répertoire, ça dépend de l'esthétique de son qu'on va rechercher en fonction de la période. Donc c'est un peu difficile pour moi de nous prononcer. Après, bien sûr, on a des versions de référence qu'on a beaucoup de plaisir à écouter. C'est toujours très intéressant. Et puis vous avez travaillé avec le trio Wanderer, moi que malheureusement j'ai connu comme jeune trio, et aujourd'hui c'est les grands anciens du trio et les maîtres du trio français. Vous avez travaillé dans quelles circonstances avec eux ? Alors, oui, la toute première fois, je crois d'ailleurs, c'était en cycle concertiste au Conservatoire de Paris, au CRR de Paris. Et donc par la suite, on a travaillé un peu plus étroitement avec eux dans le cadre des ensembles en résidence à la Roque d'Enterron. Pendant 2 années de suite, et puis finalement on s'est revus de temps à autre dans le chassé-croisé des musiciens, le monde de la musique étant petit, mais voilà, maintenant c'est on va pas dire des collègues, mais on se recroise avec beaucoup de plaisir et avec une espèce de bienveillance des anciens vers les plus jeunes. Alors votre premier disque était consacré à de la musique française, vous l'avez dit, c'était le trio de Ravel qui avait servi de pivot, donc il y avait 2 œuvres de Lily Boulanger et ce premier trio de Saint-Saëns, qui est une œuvre absolument merveilleuse, qui n'est pas beaucoup jouée, enfin pas autant jouée que on aimerait. Ça aussi, c'est une musique qui tricote pour le pianiste. C'est de la très belle musique. Vous aviez eu l'idée comme ça d'un premier disque de musique française pour installer une sorte d'image, d'identité ? Oui, le premier disque, c'est vraiment une étape toujours importante. C'est une forme de carte d'identité un petit peu. Donc, on a hésité parce qu'on a des affinités envers pas mal de types de répertoires et on avait envie de quelque chose d'assez lumineux, d'assez coloré. Et donc, finalement, ça s'est assez naturellement dirigé vers la musique française. Il se trouve que 2020, l'année de la sortie du disque, c'était le centenaire 21 pardon, était le centenaire de Saint-Saëns, ce qui bon, un anniversaire c'est pas très important, mais c'est toujours l'occasion d'un petit peu plus se pencher sur son œuvre, et finalement on connaissait pas très bien ces 2 trios, et il se trouve que Ravel admirait beaucoup ce premier trio de Saint-Saëns qu'il a beaucoup relu avant d'écrire le sien, donc il y avait une filiation comme ça qui était intéressante, et ce côté printanier qu'on voulait dégager, on l'a beaucoup ressenti dans le premier trio, Fa majeur, qui est très solaire. Donc c'est comme ça qu'on est allé vers Saint-Saëns. Alors pour revenir à ce concert que vous donnerez au Bout du Nord et que vous donnez dans le cadre de la belle saison, il y a 4 chefs-d'œuvre, et il y a ce chef-d'œuvre de Shostakovich, c'est cette romance sur des poèmes d'Alexander Blok, donc une œuvre composée en 1967, excusez du peu, je crois que ça avait été créé par Rostropovich, et puis Oistrakh, Weinberg. Et Weinberg au oui. piano, et puis Vichnetskaya aussi qui chantait, donc une affiche oui, on a un peu la pression, oui. Oui, enfin, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'auditeurs lors de ces concerts qui auront eu la chance par l'audition et la malchance par l'âge d'avoir assisté à cette création en 1967. Et c'est une œuvre qui est assez extraordinaire. C'est très impressionnant au concert parce que, en fait, vous jouez dans toutes les formes avec la chanteuse, c'est-à-dire il y a un solo, et puis après le trio n'est réuni qu'à la fin. Donc c'est assez frappant quand on assiste à cette œuvre en concert. C'est bouleversant à écouter au disque, mais au concert, c'est une expérience vraiment très impressionnante. Et pour vous, ça fait quoi justement de jouer chacun votre tour avec cette chanteuse, Alban Carrère en l'occurrence ? Oui, c'est vrai que c'est inhabituel, et ça en crée, comme vous disiez, une architecture très claire. Du coup, on a les 3 duos, les 3 combinaisons possibles, ensuite 3 trios, les 3 combinaisons possibles, à chaque fois avec la chanteuse bien sûr, et puis on finit seulement à 4. Et il y a quelque chose d'assez magique qui se crée
qui fait que tout est tenu en haleine en permanence en fait. Donc nous on l'a joué un certain nombre de fois maintenant avec ce projet et ça peut être un petit détail, mais par exemple on n'a jamais eu un seul petit applaudissement entre les œuvres. En fait les gens sont tenus du début à la fin. Il y a une espèce de fil rouge comme ça, pas spécialement en tension d'ailleurs toujours, hein, mais quelque chose qui nous tient. Et c'est très impressionnant. Et sur scène, même quand on joue pas, on est tenu en fait. Ouais, il y a quand même une tension. Vous parlez de tension quand on est auditeur de cette œuvre. Il y a une atmosphère justement très prenante, et qui s'impose. Oui, on retrouve quand même beaucoup dans cette œuvre le génie dramatique de Shostakovich, puisqu'il nous fait passer dans des états et des émotions tellement contrastés et parfois complètement opposés, de la plus grande douceur et candeur à une espèce de violence psychologique infernale. Et à la fois, c'est complètement bouleversant, c'est assez exigeant aussi quand on est interprète, puisqu'il faut être capable de passer d'un visage à l'autre très rapidement. Et je pense que pour le public, il y a aussi cette espèce de claque psychologique, émotionnelle, qui a un impact très très fort. Et alors comment ça se passe le travail du trio? Vous décidez, donc là c'est un programme à la fois qui est parti d'une idée de vous avec Novak et puis qui s'est organisé avec la Belle Saison et un certain nombre de concerts organisés dans ce cadre. Mais comment vous construisez votre répertoire? On a parlé de ce premier disque de musique française. C'est au gré à la fois de ce qu'on vous demande et de la manière dont vous souhaitez élaborer votre itinéraire musical. C'est partagé ou... Ça se fait au gré de différentes circonstances. Ça peut être bien souvent des envies qu'on a de développer notre répertoire vers telle ou telle autre direction, des envies de compositeurs qu'on a peut-être moins joué ou qu'on a envie de découvrir. Et donc ça, très souvent, on s'y adonne dans les cartes blanches, dans les concerts cartes blanches. Par ailleurs, on a aussi des concerts thématiques qui nous invitent à chercher du répertoire pour une thématique bien particulière. Là, par exemple, il y aura la thématique lors des Folles Journées de Nantes. Absolument. De la nuit, ce qui est assez large comme thématique. De la nuit, oui, il y a de quoi faire, absolument. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres circonstances de rencontres avec d'autres musiciens. Voilà, des disques, absolument. Parfois, des concours, plutôt dans le passé, mais on a été amené aussi à travailler des œuvres imposées pour les concours. C'est un peu le hasard finalement de la carrière, je dirais, qui nous amène aussi, et puis la curiosité, parce que c'est quelque chose qui doit nous animer, je pense, toute notre vie, cette curiosité du répertoire. Comment ça se passe au niveau cuisine, quand vous abordez une œuvre, c'est-à-dire que vous la déchiffrez tous les trois, et puis après chacun travaille de son côté, et vous retrouvez après, comment ça se passe au niveau de la construction du travail ? On va normalement, sauf exception, arriver en ayant déjà chacun exploré l'œuvre individuellement. Je dirais peut-être encore plus, je ne vais pas répondre à sa place, mais le piano a évidemment en trio des parties qui sont pratiquement toujours très conséquentes. Et même s'il déchiffre magnifiquement bien, on gagne du temps tous en étant tous les trois déjà un peu plus au clair dans notre tête. Ensuite, c'est là où on va ajuster les choses en répétition, sachant que en plus maintenant avec l'expérience qu'on a de plus de 8 ans, et puis avec tous les cours, les masterclass, les évolutions qu'on a eues, on est quand même sur des longueurs d'onde assez proches, donc les choses vont plutôt de plus en plus efficacement. Après, il y a des musiques qui nécessitent une maturité ou une maturation aussi, un peu plus que d'autres. Le trio de Ravel, par exemple, on n'aurait pas voulu l'enregistrer si on l'avait joué que 2-3 fois avant. Et par contre, le trio de Saint-Saëns, avec cette fraîcheur toute naturelle, ça ne nous dérangeait pas. Donc ça dépend vraiment du répertoire aussi. Oui, et puis sans vouloir dévaloriser ce trio de Saint-Saëns, qui est une œuvre magnifique. C'est pas la même catégorie. C'est pas les mêmes sommets bien sûr. Que Ravel, où chaque note de Ravel, on a l'impression que c'est d'une folle. Je dis pas que Saint-Saëns n'était pas exigeant, mais on a l'impression que les œuvres sont très très belles, avec des mélodies qui sont magnifiques. Il n'y a pas cette intensité où on a l'impression que chaque note de Ravel, c'est son sang qu'il verse. Et ce trio, en plus, comme toutes les œuvres de Ravel, qui est un chef-d'œuvre absolument démentiel. Ah oui, on a l'impression qu'on peut rien changer, on ne doit pas changer une seule croche, tout fonctionne. Et c'est une œuvre que vous aviez beaucoup travaillé justement avec vos maîtres avant, ou vous avez travaillé seul? Ça oui, ça pour le coup on l'a beaucoup exploré, avec beaucoup de conseils différents d'ailleurs, avec des professeurs de nationalités différentes aussi. D'ailleurs notre directeur artistique n'est pas un français, c'était Patrick Hutt à l'époque, qui est
qui vient plutôt de l'école autrichienne. Donc c'était très intéressant aussi. On a vu évidemment à la Roque d'Anteron par exemple des personnes comme Christian Evaldi qui ont toute cette expérience aussi sur cette musique française, et donc on a eu des influences d'un peu partout. En plus c'est une œuvre qui est très précise dans l'écriture. Et on a expérimenté beaucoup de choses, c'est pour ça aussi que c'était important de l'avoir joué beaucoup, avant de trouver notre version à nous. On a vraiment testé pas mal de choses. Et encore, de toute façon, je dis notre version, on n'en a pas vraiment une, mais on a des idées, on va dire, qu'on explore un peu plus maintenant. Juste une parenthèse, ça me fait très très plaisir que vous évoquiez Christian Evaldi, qui est une très grande personnalité à la fois du piano et de la musique de chambre, auquel on ne peut reprocher qu'une chose, c'est sa trop grande modestie, et qui en plus a joué avec les plus grands chanteurs. Donc je ne sais pas si vous a transmis ça aussi, puisque en l'occurrence vous allez donner ce concert dans le cadre de la Belle Saison aux côtés d'Alban Carrère. Donc il y a aussi ce côté de jouer avec des chanteurs qui est quelque chose de très particulier. Ah bah en tout cas, moi, c'est une paroisse que je prêche depuis très longtemps, puisque ça fait des années et des années que je travaille avec chanteurs. C'est venu de ma passion pour le répertoire vocal et lyrique. Et je trouve ça tellement important quand on est un instrument non soufflant, et a fortiori les pianistes, de travailler avec chanteurs, parce que ce rapport à la voix, au souffle, à la diction, ça change complètement la conception qu'on peut avoir d'une œuvre, du discours musical. Et je trouve que c'est un apport et une richesse dans notre apprentissage qui est infini. Oui, mais alors là, vous jouez cette œuvre de Shostakovich, c'est cette romance sur des poèmes d'Alexander Blok. Vous jouez une œuvre de Dvorak, les Gypsy Songs, mais qui est en fait une transcription par Bruno Fontaine. Alors, je réfléchis en vous écoutant, Alexis, je ne trouve pas énormément d'œuvres en trio et voix. Alors, c'est ça. Il y en a quelques-unes, assez peu. Il faut savoir qu'il y a une mine de répertoire assez singulier d'ailleurs, quand on se tourne vers Haydn, Beethoven, Pleyel, toute cette époque, et puisqu'il y avait un ethnomusicologue dont je ne retrouverai pas le nom, mais en tout cas, voilà, plutôt riche mécène ethnomusicologue, qui a réussi à récupérer et collectionner tout un tas de mélodies celtes et folk. Il y a les folk songs de Haydn et puis Beethoven. Voilà, et donc c'est justement de ça que je parle, irlandaise, écossaise, galloise. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Voilà. Ça, c'est une œuvre merveilleuse. Des centaines, et vraiment ce sont des sommes et des sommes de mélodies, alors d'un intérêt plus ou moins grand, mais en tout cas ça existe, et parmi elles quand même des pépites, des choses magnifiques de Beethoven notamment, Haydn aussi, des choses très très intéressantes. Donc ça vaut le coup de s'y pencher quand on a des programmes qui l'autorisent. Alors là, vous allez jouer donc un répertoire tchèque et russe, ça veut dire des vocabulaires quand même très très différents. Quand on évoque Arensky, Shostakovich, puis après Novak et Dvorak, c'est quand même des écritures très très différentes. Vous passez dans deux univers qui sont quand même très très éloignés les uns des autres. Donc stylistiquement, c'est un rude exercice. C'est vrai qu'il faut arriver à changer un peu sa palette de jeu tout de suite. Néanmoins, ce qu'on retrouve quand même, c'est ce rapport à l'intensité et à l'émotion qui est toujours palpable. Qu'on soit dans la plus grande intensité extérieure ou alors la plus grande douceur, il y a quand même toujours ce feu intérieur qu'il faut entretenir, je pense, dans cette musique. Et c'est peut-être le plus beau fil conducteur qu'on a, c'est ce rapport à l'émotion pendant tout ce programme. Alors je le disais en liminaire, ce programme il est très excitant pour nous, il est très difficile et exigeant pour vous. Je ne vais pas vous faire peur, de toute façon vous l'avez déjà donné. Enfin en tout cas pour nous c'est vraiment extraordinaire la construction de ce programme. Mais en dehors de ce type de programme, comment vous construisez justement un programme si un programmateur vous laisse totalement carte blanche, vous allez mettre quoi Voilà, là c'est très 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 variable, très varié. Je vais simplifier un petit peu. Nous, comme on aime beaucoup explorer un peu de nombreuses facettes de ce répertoire-là, encore une fois, je simplifie beaucoup. On peut imaginer ouvrir par une œuvre comme un Haydn ou un jeune Beethoven. On aime bien ouvrir une œuvre comme ça avec le style classique, les origines un peu du trio. Placer un gros romantique, disons Brahms au hasard, et conclure. Vous voulez dire gros romantique au niveau symbolique? Oui, vous prenez Brahms, après ça dépend de son âge. Physique. Ça dépend de son âge. Voilà. Bon, si on prend son premier trio qu'il a commencé jeune, je pourrais pas me permettre de dire ça. Mais il l'a fini vieux. D'ailleurs, ce premier trio, vous le jouez dans la formation quand il l'a composé ou quand il l'a remanié, parce que on prend la deuxième version, même si c'est intéressant de regarder tout ce qui s'était passé quand il était jeune. Oui, c'est incroyable. On explore aussi Oui, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Hein.
Et puis donc on peut conclure aussi par, donc comme je disais un peu plus tôt dans l'interview, on aime bien faire découvrir évidemment des choses, que ça soit donc par exemple ce Novak qui fait 15 minutes ou les pièces de Lydie Boulanger qu'on avait enregistrées. On propose très régulièrement comme ça un complément de programme qui est pas assez long pour faire peur aux programmateurs et qui permet de faire découvrir à un public qui est toujours très enthousiaste des œuvres comme ça. Enfin, je remarque, Raphaël Jouan, que le premier œuvre qui vous est tombé à l'esprit, c'est le premier trio de Brahms, ou la part belle du violoncelle. Hein, et, non, mais quand même, là aussi, la violoncelle à la part belle. J'ai pas fait exprès, hein, pourtant. Oui. C'est quand même extraordinaire, ce début au violoncelle. On a de la chance au violoncelle. Le premier de Mendelssohn, pareil, c'est vous ça avez qui tous de la commence. chance. Oui, c'est pour ça que je faisais du trio. Et effectivement, c'est inépuisable cette forme. Vous avez pour 120 ans de découverte. Tout à fait. Et puis à chaque fois qu'on reprend une œuvre aussi, c'est ça qui est génial. Des fois, maintenant qu'on a un peu d'expérience, on va reprendre des œuvres qu'on n'a pas jouées depuis des années, et du coup, on les joue complètement différemment, on les voit différemment, donc il n'y a jamais de limite. Et alors, vous réécoutez par exemple ce disque que vous aviez, qui était paru il y a à peu près 2 ans, de musique française. Vous arrivez à vous réécouter, ou alors même maintenant vous dites tous les jours dans la voiture. Non, ça vous peut dites nous qu'on arriver, aurait mais... fait tous autrement, comme tous les artistes qui peuvent pas écouter leur disque et qui se disent. Non, je crois pas qu'on ait cette vision-là, parce qu'on n'imagine pas un disque comme étant une interprétation qu'on va figer. Déjà même notre processus d'enregistrement. Qu'on a utilisé aussi qu'on a fait un peu pour le deuxième disque, c'est-à-dire qu'on n'a pas une version qu'on va essayer de figer avec la meilleure technique possible. On en profite de pouvoir refaire plusieurs fois pour explorer différentes manières, et donc c'est ce qu'on continue à faire après dans nos concerts. Alexis parlait de cette spontanéité un petit peu, donc du coup un album pour nous ça va être une photographie d'une interprétation à l'instant T, et en effet sans doute le Ravel, le Saint-Saëns, le Lydie Boulanger on le joue différemment maintenant, mais c'est pas pour autant qu'on va regretter ce qui est arrivé, parce qu'on est content de ce disque, et puis maintenant la musique évolue avec nous et nous on évolue avec la musique. Voilà une belle définition de l'itinéraire musical. Donc je rappelle, alors on attend avec beaucoup d'impatience votre deuxième disque de musique tchèque pour la Belle Mirare. Et puis je rappelle votre premier disque consacré à Saint-Saëns, Ravel et Lydie Boulanger. Et bien sûr, on évoquait ce cycle de concerts que vous donnez dans le cadre de la Belle Saison. C'est quand même aussi formidable de pouvoir donner des concerts avec des programmes de ce genre-là, c'est-à-dire d'avoir la liberté de donner un programme qui est formidable, mais qui pourrait, avec des organisateurs plus frileux, tout à fait. ne pas pouvoir être donné. C'est pour ça qu'on remercie énormément Antoine Manceau, qui est génial à ce niveau-là, parce qu'il aime prendre des risques, il n'a pas peur des programmes avec des œuvres un peu plus inconnues, des programmes longs, des collaborations qu'on n'imaginerait pas, et c'est vraiment ça fait partie de ces organisateurs qui aiment cette prise de risque, et donc avec qui on s'est très très bien entendu pour construire ce projet. Et c'est vrai aussi que c'est très agréable avec ce principe de la Belle Saison de faire tourner un projet, parce qu'en musique de chambre on n'a pas si souvent que ça des tournées. En fait on a souvent des projets, mais là de pouvoir en quelques semaines monter, puisqu'on était en résidence à la Maison Messiaen d'abord avec Alban pour préparer ce projet, puis on a dû le jouer, on l'aura joué presque une dizaine de fois en quelques semaines, avec à chaque fois aussi, en tout cas très souvent associé à ça des actions pédagogiques avant, ou un salon de musique pour parler des œuvres. Donc la Belle Saison permet vraiment quelque chose de très complet, au-delà de simplement faire un concert. Et c'est sur ces propos qu'on va se séparer. Raphaël Jouan, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Alexis Gournel, je vous remercie également infiniment d'avoir été notre invité. Merci. Pour illustrer ces entretiens avec 2 des membres du trio Hélios, je vous propose d'écouter ce trio, interpréter le premier trio de Camille Saint-Saëns. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre euphorisante. Bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank